Attends, regarde, oui. Ah oui, t'as raison, ouais. Incroyable. Tu les vois? Ah, regarde. Tu les vois? Et ils sont deux. Il y en a un qui vient juste de plonger, là. Ah là, faut en profiter. Il n'y a pas de vent, c'est calme. Jean-Pierre, qui a installé ici sa maison d'hôte il y a une quinzaine d'années, partage avec son fils une nouvelle passion, l'ornithologie. Le lac et ses rives sont en effet le repère de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Les cigognes, les hérons, les aigrettes, les sarcelles. Voilà, c'est super. Nous avions des clients qui venaient chez nous, et puis tous les matins on les voyait partir avec le pantalon de pêcheur, et puis ils revenaient le soir satisfaits. Et puis ils nous ont dit, vous savez, ici c'est le 3e spot au Maroc d'observation des oiseaux. Alors un matin je me suis levé avec eux à 4h30, on est parti à 5h, et on a vu des oiseaux extraordinaires, des canards cendrés, des oies, des flamants roses. On était étonnés qu'à notre porte il y ait autant de belles choses à notre portée. Alors, pour faire découvrir aux touristes avides de nature la biodiversité de cette zone humide classée et protégée, Jean-Pierre a décidé d'offrir à certains des guides qu'il emploie une formation à l'ornithologie, en faisant appel à des membres de l'Office de protection des eaux et forêts. C'est bien la cigogne blanche, hein, la cigogne blanche. C'est cet oiseau qui est le plus dominant ici. Avec son bec rouge. Voilà, le long bec, les pattes rouges, le grand cou, Super. le plumage qui est blanc et noir. À cette période de l'année, les oiseaux regagnent leur zone de reproduction en Europe et en Asie. Par conséquent, leur nombre est plus faible. En fait, ils sont présents en plus grand nombre durant la période hivernale, c'est-à-dire lorsqu'ils fuient le froid sec d'Europe, vers les mois de novembre, décembre, janvier. On va chercher une autre espèce. Vous savez maintenant reconnaître la cigogne, hein, c'est bon. La spatule blanche, elle, a un bec en forme de cuillère à l'extrémité. On peut la reconnaître facilement. Au-delà de la beauté naturelle de ses paysages et de sa faune, la région de Ouarzazate offre les plus belles et les plus fascinantes architectures berbères. Celle des Casbahs, ces habitations traditionnelles du Maghreb que l'on trouve ici par milliers, et surtout celle des Ksars, ces villages communautaires fortifiés, ces citadelles de terre rouge qui constituent les derniers vestiges d'un passé glorieux et un patrimoine architectural d'une valeur inestimable. Dominant la vallée sur un piton rocheux, Aïd Ben Haddou est sans doute la plus célèbre de ces citadelles. Le village aurait été construit au XIe siècle et est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Pour accéder à cette forteresse, Jean-Pierre doit, comme tous les touristes, franchir à dos de mulet une petite rivière. Dans la construction, la pierre sèche cède ici la place au pisé, un mélange de terre argileuse, d'eau et de paille. Mais lorsqu'il n'est pas entretenu, le pisé ne résiste pas aux fortes pluies ni à l'humidité. Il se désagrège et retourne alors à la terre. Bonjour Boussal, vous allez bien? Boussal est le gardien de ce temple. Avec son chef de chantier, cet ethnologue supervise sur le terrain les travaux de réhabilitation. Vous construisez en pisé? Mais c'est mieux. Je préfère ce qui est traditionnel. Pour sauver tant bien que mal ce patrimoine qui tente de survivre à l'érosion du temps, on utilise un savoir-faire ancestral conservé par quelques artisans locaux et des techniques de construction traditionnelles. La terre est tirée sur le site même de la construction, puis versée dans un coffrage
avant d'être répartis, puis compactés. Combien il faut de temps pour que le maître maçon achève une maison? Combien de temps? Ça dépend de la hauteur de la maison. Environ combien? Il faut compter au moins 2 mois de travail. Ah, 2 mois, quand même. Autrefois, l'Oxar, c'est-à-dire donc le village communautaire, était entouré d'une muraille. Et cette muraille donc était dégradée. Donc on a essayé de rendre la vie à cette enceinte-là. Et maintenant, donc après 2 mois. Non, il n'y a pas même pas longtemps. Ouais. Ça fait maintenant 3 mois qu'on a commencé déjà les travaux. Donc, et vous voyez ça que change l'allure. Là, ça change l'allure. Il a déjà pris la forme. On retrouve l'ensemble du village. Oui, voilà. Donc c'est un peu les traces historiques, si vous voulez, un peu donc le périmètre historique du village. Respect des matériaux et des techniques, respect des formes, des textures, la restauration de Aïd Ben Haddou s'effectue avec exigence, jusque dans les moindres détails, comme les décorations et les motifs géométriques qui ornent les façades et les ouvertures. Pour ces sites-là, ils sont fragiles. Même si on essaie de les conserver et de les restaurer, il y a quand même une masse de touristes qui arrivent. Et cette masse aussi, bon, qu'elle participe en quelque sorte à la dégradation. Mais comment faire? Est-ce qu'on peut arrêter le tourisme? On peut, pour le patrimoine, il faut quand même trouver une synergie entre le patrimoine et l'arrivée des touristes. Et là, ce qu'on fait, Ben Haddou, il illustre un peu cette idée-là. On essaye donc de définir tout un parcours touristique. Donc il y a des passages pour les touristes, on essaie de les renforcer, on essaie de renforcer toutes les structures, des ruelles et puis tous les coins et les endroits qui sont fragiles, on essaie de les bloquer. Alors pour cela, on essaie aussi d'aller avec un peu ce tourisme-là, de l'accompagner et ça nous donne aussi des idées dans les travaux de conservation et dans les travaux de restauration. Assalamu alaikum. Siyadi, comment vas-tu? Ça va? Ça va? Tu vas bien? La santé, ça va? Ce sont les derniers bergers nomades de la région, les témoins d'une civilisation berbère encore épargnée par le modernisme. Comme chaque fois qu'il visite la famille d'Ahmed, Jean-Pierre respecte avec soin les règles de l'hospitalité et les traditions. Viens me voir, Mimoun. Je t'ai apporté quelque chose de Ouarzazate. Tiens, voilà du sucre. Est-ce que tu veux des oranges? Donne-en aussi à ta sœur, hein, pour le petit déjeuner. Mais ils ne sont plus très nombreux à mener cette vie rude et austère au cœur de ce désert minéral. C'est ici que je suis né et j'apprécie cette belle nature. Si l'on compare à autrefois, le nombre de nomades a beaucoup diminué parce que leur vie au quotidien est assez difficile. Avant, je connaissais beaucoup de nomades, mais les conditions de vie rudes les ont découragés. Et peu à peu, leur nombre a diminué. Je me souviens qu'il y avait environ 120 familles. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une vingtaine. Ça n'est pas beaucoup. Il n'y a pas d'école pour les enfants. Les jeunes partent vers Casablanca ou à l'étranger. Ils ne veulent plus travailler dans les mêmes conditions que les générations passées. Il faut que tu ailles nous chercher du bois. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Je suis en train de te préparer du bon pain. Allez, va. Pour Ichou et Jean-Pierre, le désir est le même. Aller au-delà de la curiosité et de la découverte, essayer de faire naître le désir de mieux connaître de l'intérieur le quotidien de ces familles nomades.
J'ai l'impression que le feu prend bien. On se croirait au hammam. Au hammam? Ajoute-y encore du bois pour attiser les flammes. Voilà, il va bien prendre. Attention que ce ne soit pas trop. Jean-Pierre va être incommodé. Ce n'est pas grave, il va se réchauffer un peu. C'est vrai qu'il fait froid. Vous avez raison, surtout le soir. Même le matin, il fait froid maintenant. Mais la vie des nomades est ainsi faite qu'il leur faut sans cesse s'installer, puis repartir, quitter après 1 ou 2 jours leur pâturage, avec famille et troupeaux. C'est cette rencontre, parfois éphémère, ces moments simples, que Jean-Pierre veut privilégier et faire partager. On est sensible à ces nomades parce que d'abord on les connaît depuis très longtemps, on les aime, c'est nos amis, c'est notre famille, donc c'est un environnement déjà que l'on a envie de conserver, avec lesquels on a des liens qui sont très forts. Et pour garder ces liens, c'est évident qu'il faut respecter les gens. Et on les respecte, on fait en sorte qu'ils puissent avoir du travail. Parce que le respect, c'est la parole, c'est la manière de se comporter, la manière d'arriver, la manière d'être reçu. Mais c'est aussi un partage du gain que l'on a aussi. C'est au début du mois de juin que commence pour Ahmed et sa famille la transhumance. Elle durera plusieurs semaines et leur permettra de rejoindre les pentes de l'Atlas. C'est ici, sur une étroite bande de terre littorale, qu'a été créé le parc national du Souss-Massa, devenu en quelques années un élément majeur pour la conservation d'animaux menacés dans toute la bande sahélo-saharienne. Comme les oryx, la plus grosse des antilopes des régions semi-désertiques du Sahara, dont les cornes peuvent dépasser 1 mètre de longueur. Comme tous les 15 jours, Mohamed, le directeur du parc, fait une tournée de surveillance et d'inspection. En cette période de reproduction, il est préoccupé par les prédateurs comme les renards et les chiens errants qui peuvent attaquer les antilopes et les gazelles du parc. Là, on est en train de voir un groupe de gazelles d'Orcas, à peu près une quinzaine d'individus avec quelques jeunes. Ces gazelles d'Orcas, ils sont réintroduits au parc national de Souss-Massa depuis 1996-1997 dans un objectif de multiplication pour qu'on puisse avoir une pépinière d'animaux
qu'on peut par la suite essayer de réintroduire dans les autres régions du Maroc. Dans le parc du Souss-Massa, on peut aussi observer les plus gros oiseaux de la planète, les autruches. Mais une espèce d'autruche cantonnée au sud du Sahara, différente de celle qui évolue dans le sud de l'Afrique. On est en train de voir un groupe d'autruches à cou rouge. C'est une espèce menacée d'extinction. Les mâles ils sont en plumes noires, les femelles sont en couleur marron, gris, tacheté. Actuellement, c'est la fin de la saison de reproduction et ce sont des oiseaux donc, omnivores. Ils sont en train de chercher des graines ou d'autres éléments pour qu'ils puissent se nourrir. Mais les animaux ne sont pas seulement l'objet de sauvegarde et de réintroduction. Ils servent aussi à des programmes d'éducation à l'environnement et à une valorisation touristique du parc grâce à la création de circuits de découverte et d'observation pour les visiteurs. Mais le fleuron, l'oiseau emblématique du parc, c'est l'ibis chauve. Un petit échassier reconnaissable à sa tête dépourvue de plumes et toute ridée. L'ibis chauve est l'une des espèces d'oiseaux les plus menacées au monde et le parc constitue le dernier bastion de l'espèce à l'état sauvage avec un effectif de moins de 400 individus. Alors, la plus importante et l'unique colonie viable au niveau mondial est placée sous haute surveillance, surtout pendant la période de reproduction. C'est sur ces falaises escarpées, hors d'atteinte des prédateurs éventuels, que les ibis construisent leur nid de façon très sommaire. Les poussins par nez, il y a deux avec le poussin et l'autre avec un seul poussin. 2 poussins par nez. Il y a 2 poussins par nez. Donc il y a 8 ديال poussins. Il y a des poussins. Les deux parents couvent alternativement les œufs pendant 4 semaines, puis 3 mois après la ponte, les jeunes pourront s'envoler. Alain s'est installé ici il y a un peu plus de 2 ans. Il a créé un lieu de vie en accord avec ses idées, vivre en lien avec la nature, en autonomie énergétique et alimentaire. C'est une petite structure de quelques tentes berbères qui limite au maximum les impacts sur l'environnement. Alain y développe un concept hôtelier original. Il ne veut pas seulement faire de l'écotourisme. Il veut être le premier hôtel 100% bio du Maroc. Je me suis installé ici parce qu'on est dans un parc national, avec l'idée que dans le temps, ça pourrait être préservé encore sur un certain nombre d'années, et d'installer un lieu de vie qui me plaît, comme je suis, voilà, qui traduise mes convictions à chaque instant, chaque jour. C'était ça l'idée de l'installation ici. Alors voilà, on est dans un parc national, je suis au bord de la mer, on entend la mer derrière moi. Et puis j'ai essayé de m'inviter dans ce paysage sans nuire ni aux hommes, ni à l'environnement. Et voilà, c'est ça l'idée de l'installation du Khaïma Hotel Biodécouverte. À quelques kilomètres du village de pêcheurs de Tifnit, Alain propose à ses clients des activités non polluantes, comme la plongée, la pêche ou la randonnée. Mais il y a surtout le surf, la passion d'Alain.
Le surf qu'il enseigne à ses visiteurs et auquel il peut s'adonner sur des spots quasi inconnus et peu fréquentés même par les amateurs. Il y aura toujours une place pour cette forme de tourisme. Après, de là à se développer... Pareil, il ne faut pas trop que ça se développe, quoi. Il faut que ça reste à échelle humaine, il faut que, justement, pour des sites comme ça... Après, on n'est pas là en concurrence d'un tourisme de masse. Le tourisme de masse, il existera toujours tant qu'on sera dans des sociétés de conso. On a besoin d'aller vite, faire des circuits vite, avec des packages, des trucs pas chers. Voilà. Sauf que derrière tout ça, il faut aussi réfléchir à... quand on prend un billet d'avion, hôtel, tout compris, on ne va pas annoncer de prix, mais à prix défiant toute concurrence, il faut aussi se poser des questions sur d'où viennent les produits alimentaires, pourquoi on a des produits à si bas prix, parce que peut-être que les gens sont mal payés, parce que peut-être que c'est de l'intensif, peut-être aussi que les gens dans les structures hôtelières qui accueillent le tourisme de masse, les gens sont mal payés. Enfin, il faut se poser aussi les questions.